Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Votre radio. Nous sommes de retour sur Radio Grand Lac, radiograndlac.com, dans Parenthèse parentale. Je suis en compagnie de Laure Belliard. Laure est hypnothérapeute. Alors Laure, c'est quoi l'hypnose ? Ah, l'hypnose. Alors, ça peut en faire rêver comme ça peut en faire peur certains. L'hypnose, en fait, ça définit deux choses. Tout d'abord, une pratique, un métier, et puis en même temps, un état de conscience modifié. C'est-à-dire que, effectivement, l'hypnose, c'est celui qui va faire son métier en tant qu'hypnothérapeute, et en même temps, celui qui va vivre un état d'hypnose, il va être en fait en état de conscience, mais simplement modifié. C'est un état en fait naturel que chacun, tout à chacun, expérimente plusieurs fois. Par exemple, nous les adultes, à peu près toutes les heures et demie, on est en état de conscience modifié. Certains vont appeler un peu un état de transe. Ça peut être un mot qui fait un peu peur, mais c'est pourtant cet état-là. D'accord, donc nous sommes en transe toutes les combien tu nous as dit ? Toutes les heures et demie. Toutes les heures et demie, mais c'est formidable ça. Voilà, exactement. Alors j'expliquerai exactement à comment on le reconnaît. Mais effectivement, toutes les heures et demie, et les enfants, beaucoup plus. Beaucoup plus, ok. Et comment est-ce qu'on devient hypnothérapeute, Laure ? Alors, l'hypnothérapeute, le thérapeute en hypnose, il y a différents cursus. Il y a le cursus universitaire pour les soignants, qui, eux, vont par un diplôme universitaire être diplômés d'hypnose. Et puis, il y a tous les autres, un petit peu comme moi, qui vont être en fait certifiés par une école de thérapie par l'hypnose ou parfois par les thérapies brèves. Moi, j'ai été diplômée par l'école Psynaps, qui est assez connue, mais il y en a plein d'autres. Il y a l'Arche, D'accord. Plein d'autres. Donc peut-être le premier conseil qu'on pourrait donner aux parents, c'est quand on veut s'adresser à un hypnothérapeute, c'est de regarder ça, de regarder la certification. La certification, le diplôme. Qu'elle soit certifiante et qu'ils aient au minimum un praticien. Si c'est juste pour faire une école un cursus de 2-3 jours et qui n'ait absolument aucune expérience, c'est un petit peu léger. Ok. Est-ce que c'est un métier qui est considéré comme une profession de santé ? Alors, c'est assez contradictoire. Pour, bien sûr, les médecins, c'est exactement un métier de santé. Pour nous, on n'a pas le droit de s'appeler des métiers de santé. C'est pour ça qu'on est thérapeute en hypnose et non pas hypnothérapeute. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Ça fait un petit peu polémique à droite et à gauche. Donc, moi, je suis thérapeute en hypnose, thérapeute en thérapie brève parce que je n'ai pas que l'hypnose dans ma boîte à outils. D'accord, très bien. Et alors, c'est vrai que dans l'inconscient collectif, l'hypnose fait un petit peu peur. Il y a beaucoup de croyances derrière. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça fait si peur que ça ? Alors, souvent, l'hypnose fait peur parce qu'effectivement, elle n'est pas expliquée. Elle est souvent associée à l'hypnose de spectacle. Donc, les gens connaissent l'hypnose par quelqu'un qui monte sur une scène et qui va faire des choses un peu bizarroïdes. Et du coup, ça leur fait peur, pensant qu'en thérapie, c'est ce qui va se passer. Oui, c'est vrai ce que tu dis. On a l'impression qu'en spectacle, les gens sont un peu manipulés et on imagine que c'est la même chose quand on est en cabinet, alors que pas du tout. C'est effectivement une technique qui, sur le principe, va utiliser les mêmes leviers hypnotiques, mais on n'est pas dans un même but. Il y en a un, c'est pour faire rire le public, pour amuser le public, et puis l'autre, c'est suite à une problématique, on a effectivement besoin d'un thérapeute qui va s'adresser à l'inconscient. Alors, effectivement, pour ceux qui auraient encore quelques peurs, c'est important d'en parler au thérapeute et le thérapeute doit normalement passer quelques minutes à expliquer ce que c'est, ce qu'ils vont vivre et surtout que le thérapeute n'a aucun pouvoir sur eux. Mais j'expliquerai peut-être tout à l'heure. Rassurer, exactement. Il n'y a pas de manipulation Absolument mentale. pas. C'est la personne qui elle-même a tous les pouvoirs, toutes les ficelles. Ok. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de praticiens en hypnose ou d'hypnothérapeutes qui avaient opté pour la nomination de
hypnothérapie plutôt qu'hypnose pour mettre justement une frontière entre les deux, comme il y a une frontière entre hypnothérapeute et hypnotiseur. Mhm. Donc, est-ce que c'est Alors, quelque chose que tu utilises, toi, ou oui, tu dis plutôt effectivement, hypnose? moi, je mets thérapeute en hypnose. Comme ça, D'accord. il y a le mot thérapie dedans. Des personnes qui disent je vais aller voir un hypnotiseur, tout de suite pour moi, ça me fait penser à aller voir quelqu'un qui va Eh oui, faire de l'hypnose, eh un oui, peu de c'est ça, spectacle. C'est-à-dire tout à qu'il fait. Ok. y a un petit peu tous ces mots, c'est pas forcément très très cadré, donc c'est bien de demander à la personne de dire voilà, qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos certifications, j'ai un peu peur, est-ce que vous pouvez m'expliquer, de façon à enlever déjà toutes ces peurs qui ne servent à rien. Très bien. Ok. Alors, juste pour revenir à une question que je t'ai posée précédemment concernant savoir si c'était aussi une profession de santé, c'est parce que, et puis pour apporter un petit peu aussi pour démystifier un petit peu l'hypnose, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une pratique qui est beaucoup utilisée aussi dans le médical, dans le monde médical, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut opérer aussi sous hypnose. Mhm. Donc, ça apporte quand même une vraie solidité à la thérapie. Opération, mais aussi pour alléger les traitements lourds. douleurs. Voilà. Tout à fait. Donc, ça, c'est le côté un petit peu rassurant quand même de la pratique. Exactement. Ok. Du coup, Laure, est-ce que tu saurais nous expliquer clairement, pour que les auditeurs comprennent bien, Mhm. dans quel état on se trouve quand on est en état d'hypnose? Mhm. Alors, je vais donner quelques exemples précis. Par exemple, pour un adulte, lorsqu'il va faire une route quotidienne, par exemple sur l'autoroute, il va de A à B, il le fait de nombreuses fois dans la semaine. Ça lui arrive très souvent d'avoir un petit moment d'égarement, et c'est-à-dire qu'il a eu l'impression d'avoir eu cette pensée un peu ailleurs, et pourtant la voiture était bien conduite par lui-même. C'est-à-dire un petit moment d'égarement, je pense à autre chose et en même temps, je suis en train de conduire ma voiture. Donc ça, c'est déjà un état de conscience modifié où s'il y avait quoi que ce soit qu'il arrive, il aurait tous ses réflexes pour faire, Oui, ça, on l'a tous expérimenté au Exactement. volant de sa voiture. En effet, on est concentré sur ses pensées, on voit le paysage défiler. Mais C'est malgré tout, si la voiture freine devant nous, on est capable de freiner. C'est ça, c'est ce côté, je suis à la fois dans ma voiture et à la fois ailleurs. D'accord. Mais ça, on l'expérimente de nombreuses fois. Ça peut être également lire un livre et puis de lire avec ses yeux, avoir le phénomène droite-gauche de lire, enfin plutôt gauche-droite, de lire les lignes du livre et d'avoir l'impression de ne rien réellement imprimer parce qu'on a les idées ailleurs. On est peut-être à qu'est-ce que je vais faire à manger à mes enfants? Et du coup, de ne plus du tout se souvenir d'avoir compris ce qui s'était passé dans le livre. Donc tout ça, ce sont des petits effets qu'on expérimente de nombreuses fois, toutes les heures et demie au minimum. Puis il y a effectivement des personnes qui sont plus rêveuses et qui vont effectivement... Et alors, juste une petite précision, quelque chose qui me vient à l'esprit là. On a en effet dans la journée des moments comme ça où on a le regard un peu fixe et on a notre pensée qui part. Oui. Mais en effet, on voit, on est plus focalisé sur sa pensée. Et est-ce que ça aussi, c'est du domaine de l'hypnose? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est de l'hyper-concentration, hyper-focalisation sur quelque chose. On va fixer quelque chose et en même temps, on a l'esprit ailleurs. Donc, les enfants savent très, très bien faire cela, mais les adultes aussi. Et ce que je disais, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui, de par leur métier, de par leur hobby, leur manière d'être, vont avoir cette capacité. Par exemple, un musicien va avoir cette capacité à s'évader à travers la musique, mais même pas forcément même les musiciens, le sportif, le sportif qui va peut-être courir un marathon, s'il ne se met pas dans cet état de conscience modifié, il va avoir très très mal à tous ses muscles. Donc il se met dans une espèce de bulle qui lui permet de supporter finalement toutes ces douleurs. D'accord. Donc en fait, Laure, l'hypnose, c'est quelque chose de naturel qu'on pratique au quotidien. Exactement, j'ai tendance même à dire on fait de l'hypnose tout le temps, partout, tout est hypnose. Ok, donc il ne faut pas en avoir peur. Exactement. Ok, super. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire à nouveau une petite pause musicale et ensuite, Laure nous expliquera en quoi consiste l'hypnose pédiatrique, l'hypnose pour les enfants.
Ok Laure, on se retrouve dans un petit instant. À tout à l'heure. Ok, c'est parti. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio, votre radio. De retour dans Parenthèse parentale, l'émission qui informe et fait du bien aux parents. Je suis toujours en compagnie de Laure Belliard, qui est hypnothérapeute et qui nous parle aujourd'hui de l'hypnose comme thérapie pour les enfants et les adolescents. Mais je crois que Laure, tu voulais nous faire une petite précision, nous apporter une petite précision sur ce que tu as dit auparavant. Alors effectivement, ce que je peux préciser, c'est que cet état de conscience modifié, en fait, il est là pour apporter la possibilité de décrocher un petit peu. Ça permet pour ceux qui s'évadent de temps en temps dans leur journée de dire, bon, ouf, ça me permet justement de prendre une demi-seconde de petit repos. Et puis, en thérapie, quand les personnes sont en séance avec moi, en fait, ça leur permet en fait de régler bien sûr un problème. Ils sont là parce qu'ils ont quelque chose ou peut-être même de vouloir, par exemple, améliorer quelque chose. Et cet état de conscience modifié, ça lui permet à cette personne de contacter en fait des ressources, des capacités, de faire des apprentissages. Voilà, ça permet justement, grâce à cet état-là, de contacter ce qu'il a besoin. Donc, son inconscient est son allié, son inconscient est son ami. Donc, c'est un peu une sécurité aussi pour le cerveau. Oui, oui, okay. Tout à fait. Très bien. Alors, on va revenir donc à notre sujet sur les enfants et les adolescents. Est-ce que tu pourrais nous dire à partir de quel âge tu reçois les enfants dans ton cabinet ? Oui. Alors, je reçois... Alors là, c'est personnel parce que je sais que d'autres thérapeutes en hypnose le feront peut-être différemment. Moi, je reçois les enfants à partir de 4 ans. C'est un choix de ma part d'avoir au moins une année de maternelle. Ils ont pu ainsi développer mieux le langage, mieux ce qu'ils veulent. Ça leur permet effectivement de mieux exprimer certaines choses. Donc, pour ma part, à partir de 4 ans. Donc, l'enfant... L'hypnose pour enfants sera à peu près jusqu'à la préadolescence. Là, je dis effectivement les enfants, donc ça va à peu près vers 10 ans. J'utilise des techniques pour enfants. Et puis, quand la préadolescence arrive, l'adolescence, eh bien, on va utiliser d'autres techniques, d'autres méthodes un peu plus adaptées. Ok. On dit que l'adhésion du patient, je ne sais pas si on dit patient. Client. Patient, c'est pour le médical. Donc, moi, je ne suis pas dans le médical. Donc, c'est des clients. Des clients, d'accord. Donc, que l'adhésion est une condition indispensable pour la réussite de la thérapie. Comment on fait pour obtenir l'adhésion des enfants ? Alors, effectivement, ça va même être un petit peu plus en amont. C'est-à-dire que l'enfant de lui-même, il ne va pas m'appeler. Pas lui qui va prendre le téléphone et qui va effectivement dire alors j'ai un problème X. Ça va commencer d'abord par le parent. Donc le parent m'appelle, j'écoute effectivement ce que me dit le parent, j'écoute la problématique de l'enfant à travers les mots du parent. Et puis ensuite, c'est une condition sine qua non et il faut que l'enfant soit d'accord pour venir. C'est-à-dire qu'au départ, je demande aux parents de bien demander à l'enfant s'il est d'accord de faire un changement sur lui, s'il est d'accord pour venir me voir. Éventuellement, je leur dis allez-y, allez montrer ma photo pour qu'il sache à qui il a affaire. Et si l'enfant n'a pas envie de venir et que c'est absolument un non catégorique, certains, ça va être un peut-être. Et à ce moment-là, effectivement, on fait une séance et c'est à moi de rentrer dans son monde et de voir s'il accroche. Mais effectivement... si l'enfant dit non, c'est qu'en fait, il n'est pas prêt au changement. Enfin, c'est peut-être une grande... je suis un peu catégorique, bien sûr que ce n'est pas toujours comme ça, mais la plupart du temps, quand les enfants, et ça a été le cas, je crois, il y a quelques jours, une maman m'a rappelé pour me dire, mais finalement, je vais annuler le rendez-vous parce que mon enfant ne souhaite plus venir. Alors, je lui dis, bravo d'avoir respecté le choix de l'enfant. Il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Donc, du coup, ça se fait en amont. Et puis en séance, effectivement, c'est à moi, en tant que thérapeute, de me mettre à la hauteur de l'enfant. C'est vraiment le mot hauteur. Si l'enfant est petit, alors je suis prête à m'asseoir à côté de lui. Si l'enfant est grand, effectivement, je vais m'asseoir sur une chaise. Mais si un enfant bouge, je vais bouger avec lui. C'est-à-dire que c'est vraiment... L'adhésion se fait par
je rentre dans son monde. S'il m'apporte une petite peluche, voilà, s'il m'apporte son doudou, s'il apporte quelque chose, alors je vais faire parler le doudou, je vais faire parler. Là, récemment, j'ai reçu quelqu'un qui avait apporté un chouette livre, donc on a parlé du livre, et donc l'adhésion commence déjà par ceci, c'est-à-dire que je vais écouter l'enfant déjà sur ce qu'il est vraiment avant de parler par sa problématique. D'accord, ok, très très bien. Alors justement, tu parles de problématiques. Pour quelle problématique on te consulte ? Oui, alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vais dire globalement, c'est tout ce qui est comportemental. Alors, je vais en nommer quelques-unes. Ça peut être les peurs, les phobies, l'anxiété, le stress, même si le mot anxiété à 4 ans, c'est plutôt le mot des parents. Les cauchemars, les douleurs, l'énurésie, qui est le pipi au lit, l'encoprésie, qui est donc le caca, les traumas, les difficultés scolaires, beaucoup de difficultés scolaires, la confiance en soi, l'estime de soi, la gestion des émotions. Ça, c'est effectivement aussi beaucoup. Et puis, il peut y avoir, par exemple, pour ceux qui sont sportifs, musiciens, le trac. Et puis, d'un autre côté, également, l'amélioration des performances, les performances sportives, les performances musicales, améliorer quelque chose. Donc, ça n'est pas toujours que des problématiques, mais également, quelque D'accord, chose oui, en effet, c'est très vaste. En effet, je rejoins ce que tu dis. Il y a des problèmes physiologiques, des troubles psychologiques, mais ça peut être aussi des problèmes temporaires, des choses du quotidien. Exactement. J'imagine que tu dois aussi recevoir au cabinet des étudiants pour la préparation des examens. Oui, l'amélioration, la mémoire. Voilà. Après, effectivement, pour ce qui est dysfonctionnel, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est pas forcément l'hypnose qui est le plus adapté en premier. D'accord. Oui. Ok, très bien. Et dans le dysfonctionnel, j'ai bien entendu que tu voulais y revenir un petit peu plus tard, mais qu'est-ce que tu entends par exemple, si effectivement une personne arrive et me dit voilà, mon enfant est dyslexique et que je souhaite d'abord passer par l'hypnose, moi je serais plutôt enclin à dire non, allez voir plutôt d'abord quelqu'un qui va régler la dyslexie, et puis si c'est un manque de confiance en soi parce qu'il est dyslexique, alors à ce moment-là, on va travailler sur la confiance en soi. Mais il y a vraiment des... Oui, c'est ça. C'est tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux qui, en effet, sont des troubles, cérébraux qui nécessitent un accompagnement en amont. Et ensuite, l'hypnose va aider plus pour ce qui va être des problèmes de comportement qui seraient peut-être un petit peu secondaires, mais qui sont importants quand même, pour aider à les régler, à les juguler. C'est exactement ça. Je guide le parent quand même vers un spécialiste qui sera plus adapté. Je suis beaucoup dans l'éthique, en fait, l'éthique de l'enfant. Je ne prône absolument pas des spécialistes et encore des spécialistes et encore des spécialistes. Je préfère que l'enfant voit une personne qui va l'aider dans un domaine, et puis quand ça c'est terminé, alors on peut passer à autre chose. Mais attention à la boulimie des spécialistes. Oui, tout à fait. Et est-ce que les enfants sont très réceptifs à cette thérapie ? Oui. Alors les enfants sont extrêmement réceptifs, surtout quand ils sont tout petits. Si vous regardez votre enfant, un enfant vers 2, 3, 4, 5 ans, il est 80% de son temps en état de conscience modifiée ou en état d'hypnose. C'est-à-dire que je vais donner des petits exemples. Le petit garçon qui va prendre sa petite voiture et qui est dans son monde et qui va faire du feu à travers sa voiture et qui va s'y croire et qui va faire exploser la voiture. Complètement, il vit son aventure. Une petite fille qui va peut-être jouer dans le monde des Lego, par exemple, et qui va faire vivre son petit Playmobil ou son Lego ou une Barbie, et qui va danser, chanter avec elle, et qui va vraiment croire que c'est dans cette histoire qu'elle est en train de vivre cette chose. Donc les enfants c'est leur mode d'expression, en fait. Ils connaissent ça toute la journée. D'accord. Ce sont en fait des spécialistes de l'hypnose. Des spécialistes de l'hypnose. Exactement. Alors justement, tu nous as un petit peu expliqué comment tu procédais, mais j'aimerais qu'on soit vraiment concrète pour les auditeurs.
Parce qu'on imagine très bien un adulte en séance d'hypnose allongé dans un état un peu méditatif, Mhm. mais pour un enfant, c'est pas concevable. Alors, est-ce qu'on peut prendre, Laure, un exemple concret en Mhm. disant que je suis une maman, Mhm. je t'appelle parce que mon enfant a un problème de pipi au lit, donc d'énurésie, qui dure déjà depuis plusieurs mois. Je suis complètement démunie, je ne sais plus quoi faire. Comment ça se passe? Je te téléphone, on prend rendez-vous, comment ça se passe? Alors effectivement, vous m'appelez. Je prends du temps avec le parent, justement, qui m'appelle pour déjà lui poser des questions. Je prends des notes, en fait, déjà au téléphone. J'écoute le parent dans sa détresse à lui, parce qu'effectivement, c'est pas rien, mais aussi dans la détresse de l'enfant. Et puis, ensuite, lorsque le rendez-vous est pris et que l'enfant est d'accord pour venir, parce que même des enfants qui font de l'énurésie ne sont pas forcément prêts à vouloir changer, hein, Mhm. il y a plein de possibilités. Et à ce moment-là, je reçois le parent ou les parents. Je suis pas très pour d'amener toute la famille avec le petit frère, la grande sœur, Oui, etc. c'est une question J'essaye. que je voulais Oui, poser, oui, ça, oui. Je justement. pense. Est-ce que il y a un intérêt à ce que toute la famille soit Non, pas partie forcément, prenante? pas forcément. Alors qu'il y ait les deux parents, oui, il peut y avoir un intérêt parce qu'ils sont tous les deux intéressés, et ça, je peux bien le comprendre. Mais de là à amener le petit frère, le grand frère, bon, évidemment, des fois, c'est des petits bébés, donc c'est un Mm. peu compliqué, mais j'engage vraiment le parent à faire garder les frères et sœurs pour que celui qui vienne en séance soit vraiment à l'honneur. C'est son moment D'accord. et c'est lui qui est vraiment pris en compte. OK. Alors, donc, le ou les parents arrivent avec l'enfant et j'ai toujours à peu près 10 minutes où je vais reposer des questions parce que je connais la problématique. Je demande à l'enfant s'il c'est OK qu'il soit là. Je vois l'interaction, j'observe l'interaction entre l'enfant et le parent ou les parents, s'il est contredit, Mhm. s'il s'écoute. Je suis vraiment dans ce mode observatrice et on va dire, je me synchronise un peu avec l'enfant, mais en même temps avec le parent pour que Parce les que ça deux. va te donner des pistes Oui, ensuite oui, pour oui. la séance Exactement. Ça me d'hypnose. permet D'accord. effectivement d'entendre le Mhm. parent, la plainte du parent, mais également la plainte de l'enfant et de remarquer également l'interaction. Il y a des enfants qui vont être directement sur les genoux du parent, ne Mhm. pas vouloir s'asseoir sur sa chaise. Il va y avoir voilà, certaines petites choses qui vont me donner des petites pistes. Et puis ensuite, quand l'enfant est jeune, je demande à l'enfant si c'est OK pour lui que le parent attende juste à côté dans la salle d'attente. Plus l'enfant grandit, et bien sûr, plus je demande même aux parents d'aller faire un petit tour dehors. D'accord. Et ça, c'est pas trop difficile pour les parents de laisser l'enfant, parce que si tu me dis que tu les reçois à partir de 4 ans, de laisser l'enfant seul avec toi? Eh bien justement, ça dépend de cette interaction. Il y a des D'accord. parents qui disent pas de souci, l'enfant est très calme, très cool Mhm. et il dit au revoir maman, au revoir papa, à tout à l'heure. Et puis d'autres vont être au revoir mon petit chéri, ça va bien se passer. La Et voix là, on entend tremblotante. déjà le parent presque paniquer parce qu'il va le faire. Alors, ça m'est déjà arrivé de garder le parent en séance. D'accord. Bien sûr, hein, Mm. c'est pas quelque chose. Laisser la porte ouverte s'il attend à côté. Et puis ensuite, donc selon l'âge de l'enfant, plus l'enfant est jeune et plus la séance thérapeutique va être un petit peu plus courte. Donc un enfant de 4-5 ans, grand maximum, une demi-heure. Je lui D'accord. exprimerai après, enfin je dirai après ce qu'on fait. Et puis, plus l'enfant est grand, l'adolescent, voilà, ça peut aller jusqu'à 45, 50, voire 1 heure de thérapie. Et puis ce que je fais systématiquement, pas forcément pour les ados, mais systématiquement, je fais revenir le parent et je donne un feedback de ce qu'on a fait, de comment ça s'est passé, OK. de Mhm. discuter. Le cas échéant, si j'ai besoin de parler seul aux parents, je demande à l'enfant à ce moment-là de sortir dans la salle d'attente et je lui donne des livres, des jeux. Et puis, je dis des choses en petit comité aux parents parce que parfois le parent a lui aussi besoin de venir tout autant que l'enfant. Et si c'est un adolescent, je respecte sa volonté de ne pas en parler aux parents. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça, OK. c'est quelque Et chose. donc, concrètement, quelles sont les activités? Qu'est-ce que tu fais Mhm, avec l'enfant? mhm. Alors, l'enfant étant très créatif, eh bien, je le suis aussi. Donc, je l'écoute. Si des enfants aiment la musique, eh bien, j'ai des instruments de musique, beaucoup d'ailleurs, parce qu'au départ, je suis même musicienne. Donc, on va utiliser des instruments de musique, genre la peur, eh bien, il va y avoir un gros tam-tam pour faire partir la peur. Euh,
il y a également le dessin, si l'enfant aime dessiner. Donc, quand je dis, c'est d'abord l'enfant qui va me guider vers ce qu'il aime. Donc, il va y avoir effectivement tout ce qui est en rapport avec les dessins. Il va y avoir les métaphores, les histoires. Ça, c'est le thérapeute raconte effectivement des métaphores en fonction de la problématique et surtout de trouver des solutions. Parce que je tiens à préciser que dans ces thérapies-là, ce sont des thérapies qui trouvent des solutions. On part du problème, mais pour arriver à un objectif, à trouver des solutions. Il peut y également avoir... en fait, tout est possible. On peut danser, j'ai des balles. Souvent, d'ailleurs, au téléphone, je demande aux parents d'apporter... si l'enfant est d'accord, bien sûr, d'apporter un objet, ce qu'on appelle un peu un objet transactionnel, qui permet effectivement de... directement, souvent c'est un doudou quand l'enfant est jeune, et puis on fait parler le doudou, parfois c'est un livre, parfois c'est un jeu. J'ai des jeux, bien sûr, des jeux interactifs qui me permettent que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'enfant dessine, lorsque l'enfant est avec, par exemple, un jeu quelconque, un jeu là, il ne me vient pas quelque chose directement, mais on va dire un jeu de domino ou un jeu de memory. L'enfant joue et en même temps, je lui pose des questions. D'accord, il y a toujours une interaction, c'est-à-dire qu'il y a de l'observation. Exactement. Et en même temps, du coup, je m'adresse à son inconscient. Le conscient joue, l'inconscient répond. Donc, à travers le dessin, la musique, par exemple, je donne un petit truc tout marrant. Si par exemple l'enfant a envie de faire partir sa peur, alors il y a différentes manières, avec le dessin qu'on déchire, on va sauter dessus, on va le mettre à la poubelle, mais ça peut être également gonfler un ballon de baudruche. Oui, tu me parlais de ça tout à l'heure, j'ai trouvé l'idée formidable. Tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Donc en fait, par exemple, un enfant sur laquelle on a travaillé sur sa peur, et puis on aime avoir ce côté fin, on va dire, le côté maintenant c'est terminé, la peur, on va la gonfler une dernière fois. Donc il fait gonfler son ballon de baudruche, il le tient, et puis à un moment donné, je lui dis à 3, est-ce que tu es prêt à faire partir ta peur définitivement ? Donc, il lâche le ballon du coup, va voler partout dans la pièce et souvent, il est derrière lui. Du coup, il voit plus sa peur et moi, j'enchaîne sur directement autre chose. Le ballon, la peur est partie. Et ça permet vraiment à l'enfant de symboliser, que la peur est réellement partie. Ce qui est exceptionnel avec les enfants, c'est que on a tendance à dire dans notre jargon, ça dit, ça fait. Ils disent quelque chose, alors ils le font. Les adultes ont tendance un petit peu à cogiter, à avoir le oui mais si c'était simple, ça serait trop, ça saurait. Si effectivement c'était aussi rapide, ça saurait. Alors qu'avec les enfants, quand effectivement l'enfant dit moi ça y est, j'ai ma peur, par exemple ma peur du noir, il dit maman c'est fini, et il y a le parent qui lui ah bon t'es sûr, t'es vraiment sûr, et du coup il en rajoute une couche alors que pour l'enfant c'était fini. Les biais cognitifs. Voilà, c'est ça. Exactement. Oui. Ok, super. Et donc, du coup, tu nous disais, les séances peuvent durer entre combien ? Tu disais 10 minutes, 1 heure ? Alors, pour les enfants, avec l'accueil des parents, le travail thérapeutique et puis, on va dire, le petit feedback, on est sur 1 heure de séance, mais au niveau thérapeutique, j'adapte en fait en fonction de l'enfant. Ça peut être 1 demi-heure, 40 minutes, 45. C'est un petit peu lui qui va me donner la fin. Puis les ados, on est bien sur une bonne heure de séance. D'accord. Et avec les ados, les outils sont différents. J'imagine qu'on se rapproche plus de l'hypnose, qu'on connaît, plus allongée. Voilà. Alors moi, j'ai pas une table. J'ai en fait un grand fauteuil qui peut être en position semi-allongée. Et avec les ados, je rentre dans leur monde, on va dire, de jeu, leur monde un peu plus cool. Donc, je leur fais faire un petit peu ces petits exercices, on appelle ça les doigts collés, le saut au ballon, donc le bras qui vole. Voilà, donc ce sont des petites techniques qui me permettent de leur, s'ils sont d'accord, bien sûr, de rentrer dans leur monde. Et puis, ils se laissent faire. C'est pas qu'ils se laissent faire, mais ils rentrent dans ce jeu d'un jeu un peu plus ludique et ils partent très facilement. D'accord, ok. Formidable. Dernière question avant de refaire une petite pause. Je voulais savoir combien de séances sont nécessaires pour que la problématique disparaisse ou Alors je vais effectivement pas forcément donner la réponse. C'est que
tout dépend de l'enfant. Si un enfant a réglé son problème, eh bien, ça sera qu'une seule séance. D'accord. Je suis assez pragmatique, problématique réglée, objectif atteint, formidable, c'est bon, ça dit, ça fait, c'est fait. Donc, on va dire de une séance pour une problématique. Allez, 4 séances, 3, 4. J'ai rarement vu pour une problématique faire 5, 6, 7 séances. Non, c'est des thérapies brèves. Bon, après, j'ai pas que l'hypnose dans ma boîte à outils, mais je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. On en parlera dans un petit moment. Mais effectivement, voilà, une séance. En général, quand c'est ma manière à moi de travailler, d'autres le font peut-être différemment. J'ai tendance à, lorsque la séance est terminée, de dire à l'enfant, bien sûr, il a des choses à faire souvent à la maison, des choses à faire en conscience. Des devoirs. Ouais, on appelle ça des prescriptions de tâches, des cordes de petits devoirs, mais bon, qui sont plutôt ludiques. Et donc, comme il les a à faire, eh bien, selon si c'est bon pour lui, il dit à ses parents, c'est bon. Bon, là, on est plus sur le mode ado. Oui, ouais. Qui lui a la capacité de dire le problème est réglé, mon trac des examens étant passé, je l'ai expérimenté, ça marche bien, j'ai pas besoin de revenir. Okay. Après, pour un enfant plus jeune, effectivement, c'est aux parents qui le connaissent bien de voir s'il y a eu un changement de comportement. D'accord. Eh bien, c'est passionnant tout ça. Merci beaucoup, Laure, pour tous ces détails. Alors, on va faire une petite pause musicale à nouveau. Et tout de suite après, Laure nous parlera des autres pratiques complémentaires à l'hypnose qu'elle utilise avec les enfants. On se retrouve tout de suite. Du Mont du Chat au terme d'Aix-les-Bains. Radio Grand Lac. Radio Grand Lac. Nous revoilà sur Radio Grand Lac. Vous nous écoutez aujourd'hui sur radiograndlac.com. Et bientôt, très bientôt, sur le 92.1. Donc aujourd'hui, parenthèse parentale, fait un petit coucou à Laure Belliard, qui est donc hypnothérapeute. Laure nous a déjà expliqué en quoi consistait l'hypnose, comment se déroulait une séance avec un enfant, pour quelles problématiques les parents amenaient l'enfant à consulter. J'aimerais bien maintenant, Laure, que tu nous parles de tes autres pratiques, parce que je crois que tu as d'autres cordes à ton arc. Oui, c'est ça. Alors effectivement, j'utilise l'hypnose ericksonienne pour ceux que ça parle, mais je me suis aussi formée à la PNL. C'est la programmation neuro-linguistique qui est en fait le fonctionnement de notre cerveau. Donc, ce qui me permet, notamment en séance, de poser, on va dire, les bonnes questions au bon moment et de travailler sur des objectifs. C'est beaucoup plus simple pour le thérapeute. Et puis, je me suis également formée à la DNR, qui est en fait une thérapie avec les mouvements oculaires. Nous avons une cartographie, on va dire, au niveau des yeux. Et puis, on travaille des enchaînements des yeux. Ça s'apparente à l'EMDR pour ceux qui connaissent, mais moi n'étant pas du milieu médical, je n'ai pas le droit d'utiliser ce mot-là. Donc, ça s'appelle la donc DNR. En fait, c'est quoi? C'est une technique Oui. Tu proposes aux clients de bouger les yeux? C'est une gymnastique Non, ce n'est pas une gymnastique. C'est-à-dire que, par exemple, je l'utilise pour des traumas, par exemple. Si une personne a eu un trauma X dans sa vie, et bien sûr, on le règle aussi sous hypnose, mais ça la permet... en fait, elle a engrammé à travers ses souvenirs, peut-être des souvenirs visuels, peut-être des souvenirs auditifs devant ses yeux sans qu'elle ne le sache, et avec des mouvements précis, bien sûr, avec un enchaînement de mouvements précis, on va pouvoir désengrammer, on va dire, la charge émotionnelle. D'accord. Et c'est quelque chose, c'est une pratique que tu peux utiliser avec les enfants aussi? Oui. Alors, moins avec les jeunes parce que ça demande un peu plus d'attention. Donc, selon en fait l'enfant, je m'adapte en fait à voir si c'est pour lui ou pas. Et puis également, à travers l'hypnose, j'ai fait plein de spécialisations. Donc, bien sûr, les enfants, enfants, ados, ça c'est indéniable. Et puis également sur le poids, le tabac, la systémie. Plein de spécialisations qui fait que maintenant j'ai ma boîte à outils et je l'utilise en fonction de la demande du client. D'accord, c'est-à-dire que quand tu fais une séance d'hypnose, tu vas te servir de tous ces outils-là
pour arriver à trouver une solution, faire sortir ton client de son problème. Voilà, D'accord. c'est ça. Mais Ok. c'est pas moi qui la trouve, la solution, c'est le client, Ah, l'enfant. ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que on n'est pas on n'est pas du tout en mode magique. Hein. Ça n'est pas des thérapies. Ce ne sont pas des thérapies magiques. C'est effectivement en posant les bonnes questions, la personne va, avec mon accompagnement, bien sûr, trouver ses propres solutions que l'on va amplifier sous état d'hypnose, demander à l'inconscient s'il est d'accord. Voilà, là, je Donc, schématise, c'est bien sûr. une prise de conscience, en fait, sur quelque chose qu'on avait enfoui en nous. Et oui, toutes les solutions sont en nous. On a toutes les ressources, toutes les solutions à l'intérieur de nous. Et parfois, on ne le sait pas. Alors, j'aide à les faire émerger. J'aime beaucoup cette image. Hein. Tout est en nous, toutes les solutions sont en nous. Exactement. D'accord. Exactement. Et on a besoin de personnes comme Laure pour les faire Et bien d'autres. ressurgir. Ok, super. Est-ce que du coup, Laure, tu aurais des livres à conseiller aux parents pour aller peut-être un petit peu plus loin dans leur besoin d'informations sur l'hypnose. Alors, l'hypnose pour les adultes, mais pour les enfants aussi. Alors, j'aime beaucoup une personne qui est également thérapeute en hypnose. Donc, du coup, elle connaît ce métier. C'est Valérie Roumanoff. Ah bah oui, Valérie Roumanoff est très célèbre. Voilà. Vous avez déjà d'ailleurs fait la même formation, donc, Oui, semble-t-il. oui, la même école, effectivement. La même école, on se connaît. Elle a également une autre sœur. Elle a même deux autres sœurs. Deux autres sœurs, une assez connue, Anne Roumanoff. Une autre, Catherine, qui est aussi hypnothérapeute et qui a écrit aussi des livres. Alors, pour les enfants, Valérie, elle a écrit un livre qui s'appelle « Et si on arrêtait de crier sur nos enfants ?» Beau programme. Ouais. Le titre est déjà très évocateur et elle déculpabilise complètement le parent et elle donne énormément d'astuces. Oui, alors c'est un livre que j'ai lu et en plus, il y a des séances de méditation, me semble-t-il, dans le livre. Donc, d'auto-hypnose, il est assez riche en informations. Et tu peux nous rappelle-nous le titre, s'il te plaît? Et si on arrêtait de crier sur nos enfants, de Valérie Roumanoff. Mais il y a également, par exemple, pour le sommeil, des fois c'est un petit peu compliqué, l'enfant n'a pas forcément envie de dormir. Elle a écrit pas mal de livres, Le marchand de sable va passer ou Les histoires magiques du soir. Donc c'est plus des comptines, des histoires. Des histoires, mais qui sont très 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 bien faites. D'accord. Et puis, elle a écrit également, parce qu'il y en a de plus en plus, Parents solo. Du coup, oui, je l'ai dans ma bibliothèque. Des astuces, pour les parents solo. Alors, c'est vrai que je fais un peu l'éloge de Valérie Roumanoff, alors que, bon, il y en a bien d'autres aussi qui font ça, mais c'est simple à lire et c'est effectivement, ça permet aux parents d'avoir des astuces. Elle est généreuse là-dessus et les livres sont très bien faits. Ok. Très, très bien. Eh bien, on arrive presque au terme de cette émission. Hein. Il reste une dizaine de minutes. Est-ce que tu pourrais nous dire, Laure, où est-ce qu'on peut te trouver, du coup? Alors, je travaille au sein du cabinet Métamorphose Thérapie, qui est à La Biole, au 151 Place de l'Église. On est deux, Vincent Stella et moi-même. Vous pouvez nous trouver sur le web sur www.métamorphose-thérapie.fr. Ok, Voilà. très bien. Un numéro de téléphone peut-être? Oui, je peux le donner. Donc celui du mien, c'est le 06 03 49 63 97. Et on peut aussi te retrouver sur l'application Autour des parents. Autour des parents, exactement. L'application gratuite pour les parents qui regroupe donc les thérapeutes de la parentalité, enfin thérapeutes au sens très très large, puisqu'il y a de nombreux professionnels autour de cette thématique. Voilà, donc Laure est sur la plateforme. Une belle application. Voilà. Oui, donc, je la recommande souvent d'ailleurs aux parents. Vous pouvez la retrouver, la contacter directement à travers donc, cette application qui est téléchargeable gratuitement sur Google Play et l'App Store.
Ok, eh bien, avant de se quitter, je voudrais, et avant de remercier Laure, je souhaiterais vous donner 2 informations qui me semblent importantes. La toute première concerne l'association Zycomatique, dont le président est Clément Dumont. L'association organise en ce mois de mars les kilomètres du cœur du 1er au 30 mars. Les participants peuvent choisir de courir, de pédaler, de faire de la trottinette, du fauteuil roulant ou de courir avec la poussette de bébé. Le parcours est libre et l'action sert en fait à financer des projets culturels pour les enfants et les adultes en situation de handicap. Alors, pour les informations, vous pouvez appeler le 06 64 16 67 77 ou bien sur Zycomatic, donc ZICOMATIC, @live.fr. L'association a vraiment besoin de vous parce qu'en ce moment, voilà, les événements sont difficiles à mettre en place à cause de du contexte sanitaire. Donc voilà, participez généreusement. Deuxième information, dans 15 jours, parenthèse parentale sera de retour. Oui, le mercredi 17 mars, je recevrai Christelle Mancuso. Christelle dirige l'atelier des bulles et elle est formée à la communication non violente en famille. Elle accompagne les enfants et les adolescents dans l'expression et la compréhension de leurs émotions par des ateliers ludiques, des ateliers philo et de la méditation guidée. Tout un beau programme. Voilà, eh bien écoutez, il me reste à dire un grand merci à Laure Belliard. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, une petite info de dernière minute ? Eh bien, prise de cours comme ça, non, pas forcément. Je suis très heureuse d'avoir pu finalement exprimer ce que c'est que l'hypnose, démystifier un petit peu ce que c'est. C'est très intéressant et je pense qu'en effet, voilà, pour les parents, maintenant, c'est plus clair de savoir ce qui se passe pendant une séance d'hypnose pour un petit. Voilà, exactement. Voilà. Donc, merci à Radio Grand Lac de pouvoir, de nous permettre à nous de nous exprimer. Merci à Isabelle Pierce. Eh bien, merci. Parenthèse parentale sert à ça aussi. Voilà, c'est bien l'intitulé de l'émission, oui. Informer les parents sur toutes les possibilités qu'ils ont autour d'eux pour cheminer sereinement sur leur vie de parents. Voilà, j'espère que les auditeurs maintenant en savent un petit peu plus sur cette pratique qui pourra se révéler un soutien formidable pour les problématiques des enfants. Je remercie Sandra qui était aux commandes à la technique, qui m'a donné encore ce petit coup de pouce aujourd'hui. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour une nouvelle parenthèse parentale. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver le podcast de l'émission sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous rappelle également que le 92.1 ne devrait pas tarder. Voilà, j'ai été ravie d'être en votre compagnie en cette fin d'après-midi. On se retrouve dans 15 jours et je vous souhaite le meilleur. Bonne semaine, au revoir à tous. Bye bye.